Hello à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire avec Florian. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de taux de réponse. Donc Florian va vraiment partager toute son expertise sur la manière dont il a procédé pour arriver à faire progresser de manière drastique son taux de réponse de 7 à 48%, enfin, en tout cas plus de 40%. Je ne vais pas Yes. demander, mais est-ce que vous nous entendez correctement? Toujours important, est-ce que l'image est Salut. OK? Ouais, 5 sur 5, merci Pierre. OK. Ok. Florian, est-ce que toi, tu peux te tester aussi pour voir si ça fonctionne de ton Ouais. côté? Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Bon, bah, apparemment, c'est bon, les réglages, on est tout bon. Juste pour me représenter rapidement, et après, je laisserai forcément la parole à Florian, parce que c'est lui aujourd'hui qui va présenter son expertise. Donc, moi, je suis l'un des associés de Faro, qui était une plateforme en ligne qui rassemble l'ensemble des données sur les sociétés et les prospects en B2B et qui permet de cibler et de segmenter très finement les prospects qu'on va viser pour faire des campagnes derrière de prospection et notamment de prospection à froid. Et pour vous apporter toujours un peu de valeur, le maximum en tout cas qu'on puisse, on organise ce type d'événement donc avec des personnes qui sont référentes comme Florian. Il y aura par la suite pas mal de webinars qui seront sur des enjeux plus sales, comment faire une bonne démo notamment. Mais là aujourd'hui, on a un vrai thème marketing sur de l'acquisition. Et je laisse maintenant la parole à Florian pour se présenter. Yes. Déjà, merci à Alexis pour l'invitation. Moi, donc, c'est Florian, je suis growth marketer en B2B. Je suis freelance depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et j'interviens principalement sur des thématiques d'outbound, donc de l'outbound au sens large, avec de la définition des cibles, du scrapping, de l'enrichissement, le copywriting et la mise en place des séquences derrière. J'interviens aussi pas mal sur des sujets de marketing automation et de CRM. Je bosse beaucoup avec HubSpot et sur des sujets d'alignement des équipes marketing et sales. À côté de ça aussi, je fais un petit peu de LinkedIn Ads et du copywriting B2B, cette fois-ci un peu plus pour des pages de vente. De mon côté, j'ai géré un peu plus d'une trentaine de campagnes d'outbound. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'avais des résultats assez catastrophiques en termes de taux de réponse. J'étais plutôt aux alentours au début entre 5 et 10%. Et petit à petit, comme ça, j'ai passé des paliers jusqu'à dépasser 45% de taux de réponse. Alors, quand je dis 45%, déjà, d'une part, il faut bien se dire que le taux de réponse, c'est pas la même chose que le taux de réponse positive. Mais sur ce taux de 45%, c'est pas une barrière, c'est-à-dire que je compte bien le dépasser. Il y a des personnes qui arrivent à 60, 70%, donc il y a pas de limite de ce côté-là. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous parle des différentes erreurs que j'ai pu faire par le passé, qui ont eu un impact négatif sur mon taux de réponse, qu'on analyse ensemble ces erreurs. Je vous montrerai parfois des exemples, donc j'aurai besoin de vous dans le chat pour que vous puissiez identifier ces erreurs et qu'ensuite on débriefe ensemble et qu'on voit comment on aurait pu corriger ces erreurs. Et une fois on va voir une petite douzaine d'erreurs comme ça, avec des cas assez simples que vous pourrez vous aussi appliquer. Et derrière, moi, je vous présenterai une campagne que j'ai réalisée moi-même qui a bien fonctionné. Et derrière, Alexis vous en présentera une également qu'il a fait pour Faro. Ouais, yes. Donc, on commence par les erreurs et en fait, on passe à la deuxième étape qui est sur l'utilisation de cas concrets, véritablement de cas concrets pour que ce soit le plus actionnable pour vous. Moi, j'ai fait, comme disait Florent, j'ai fait une campagne de mon côté. Je pense que Florent pour la regarder parce qu'il aura probablement des choses qui sont à redire, qui sont à corriger. Ce sera hyper intéressant de ce point de vue-là. Et n'hésitez surtout pas à solliciter le chat. Donc, il y avait déjà une première question de Louis sur ta définition du taux de réponse. On pourra les prendre. Il y en a certaines sur lesquelles on va répondre en direct, d'autres sur lesquelles on fera une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Mais n'hésitez surtout pas, j'ai toujours un œil sur le chat. Ouais, Et mais du coup, avant pour de... répondre. Ouais, Ouais, excuse-moi. voilà, voilà, je te laisse. Là, je voulais répondre à la question du taux de réponse. Je pense que la question, c'était plutôt sur quoi il se calcule. En fait, c'est très simple. Si tu contactes 100 personnes et que tu en as 10 qui te répondent, tu as 10% de taux de réponse. On ne le calcule pas sur le nombre de personnes qui ont ouvert l'email. On le calcule sur le nombre de destinataires au total. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense que oui, Louis va nous le dire, mais voilà.
Allez, on est parti. Et puis, je te laisse la parole. Ouais, écoute, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer tout ça en direct. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien, Alexis? Je te confirme. Ok, super. Bon, ça, c'est mes présentations. Je me suis déjà présenté. Si jamais vous avez mon LinkedIn ici, je suis toujours content d'échanger avec vous par la suite. Je vais commencer par des erreurs. Je vais un peu enfoncer des portes ouvertes. Donc, pour les personnes qui font déjà de l'outbound, ça risque d'être du redit et des choses que vous savez déjà, mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel. La première chose pour favoriser son taux de réponse, c'est évidemment d'optimiser son taux de délivrabilité et son taux d'ouverture. Pour le taux de délivrabilité, je vais faire ça très rapidement parce que vous avez déjà pas mal de documentation sur Internet. Mais effectivement, il y a des configurations à faire. Il y a un warm-up de l'email à faire. Je vous ai mis quelques liens utiles là, si jamais ça vous intéresse. Et peut-être que Alexis, je ne sais pas si tu enverras la présentation à la suite de l'événement. Mais en tout cas, voilà, vous aurez toutes les informations sur ces liens. Donc, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Du coup, on va enchaîner directement avec le taux d'ouverture. J'insiste juste sur un point, c'est-à-dire ça peut paraître rébarbatif, mais pourtant c'est vraiment essentiel. Hein. Ouais. Sur la délivrabilité, si vous ne faites pas ça, c'est déjà très compliqué de passer. Ouais. Donc Ouais. c'est DKIM, des marques, et vérifier Glocapps ou d'autres solutions. Ouais, c'est pas la partie la plus fun, mais effectivement, c'est une partie indispensable. C'est la première chose à faire. Suite à ça, ce qu'on va essayer d'optimiser aussi, c'est le taux d'ouverture. Je sais que souvent, on parle de vanity metrics pour le taux d'ouverture. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que finalement, il sous-entend que le terme de vanity metrics sous-entend un petit peu qu'il n'y a aucun intérêt à l'optimiser. Sauf que, évidemment, avant qu'une personne réponde à votre mail, elle a forcément besoin d'ouvrir ce mail. Donc, pour optimiser ce taux d'ouverture, vous allez avoir plusieurs leviers. Évidemment, le plus important, c'est la segmentation. Si la segmentation elle est bien faite en amont, ça va favoriser un bon taux d'ouverture. On reviendra un petit peu plus tard, plus en détail sur la segmentation. Mais derrière ça, vous avez finalement deux parties qui vont faire le teaser de votre mail. Vous avez d'une part, évidemment, l'objet. Ce qui est important, c'est qu'il soit court et simple. Donc là, j'ai mis un petit exemple qui est un peu obvious, mais c'est pour illustrer la chose. Si, par exemple, demain, on devait faire une campagne pour Faro, on va à tout prix éviter d'avoir un objet de mail avec de la majuscule, des emojis, etc. Ça, je trouve que c'est... L'erreur qui est faite parfois, c'est qu'on reprend un peu les réflexes qu'on a sur de l'email marketing type newsletter, qui n'est pas de l'email à froid, et où on peut à la limite se permettre de faire ce genre d'objet. Sur un email en cold emailing, on va chercher à tout prix à être simple. Et finalement, je trouve que parfois, à trop réfléchir à son objet pour l'optimiser pour le taux d'ouverture, c'est pas forcément une bonne chose. Si demain vous devez écrire un email à un collègue, généralement vous n'allez pas réfléchir à comment vous allez écrire l'objet de façon à optimiser le taux d'ouverture. Vous allez le faire assez naturellement. Finalement, ce qu'on cherche en outbound, c'est à simuler quelque chose un email qui est naturel que vous auriez envoyé à la mano. On reviendra un peu plus tard sur ce point, mais finalement, généralement, moi, ce que j'observe, c'est que plus c'est simple, plus ça fonctionne. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire des tests là-dessus, Alexia. Pas spécialement, mais plus c'est de manière intuitive, plus c'est court, mieux c'est. Ouais, carrément ça. Ouais, c'est court, simple, éviter les majuscules, éviter les emojis, des choses assez basiques finalement, mais essayez vraiment de reprendre ce que vous feriez demain sur un email classique. Vous envoyez ça à un collègue. Bon, en général, tu ne vas pas faire quelque chose de très travaillé, etc., avec des emojis. Donc, restez sur un truc simple. Ça, généralement, ça fonctionne bien. Sur les emojis, la seule chose, je pense, qu'on peut se permettre, c'est justement les emojis à l'ancienne que vous pourriez envoyer à un collègue si vous voulez mettre même un petit sourire. Voilà, avec le 2 points à la parenthèse, tu veux dire. Exactement, ce genre de choses qui sont beaucoup plus naturelles que vous pourriez écrire dans un message à une personne en direct. Et en fait, ça resimule un comportement qui est assez naturel. Donc ça, évitez. Enfin, vous pouvez l'utiliser, mais effectivement, évitez plutôt la partie emoji dans tous les sens. C'est flagrant. Ouais, carrément. Et du coup, on pense souvent à optimiser ou pas cet objet, mais ce à quoi on pense un peu moins, c'est les premières lignes de sa copie. Et en fait, suivant le client mail de votre destinataire, ce qui va se passer, c'est que
avant même d'ouvrir votre mail, il va voir ces premiers mots, cette première phrase. Là, j'ai mis un exemple, hein, c'est pas du tout un cold emailing, mais ce genre de choses, on pense un petit peu moins à l'optimiser. Et alors, généralement, c'est là qu'on met une petite partie de personnalisation, qu'on rentre du contexte. C'est important. Ce qui est important, c'est que le début de votre copywriting, il ne vous fasse pas d'emblée passer pour de la prospection. Il faut que la personne ait envie d'aller plus loin et ne mette pas l'email directement à la poubelle parce qu'elle a vu que le début de votre copie, ça commence par du moi je, moi je, moi je, et d'emblée, vous avez perdu à ce stade. Je veux maintenant vous montrer un exemple. Alors pareil, c'est un exemple assez obvious avec des messages que j'ai reçus. Vous verrez que je vous montrerai souvent des messages que j'ai reçus sur LinkedIn parce que moi, je suis freelance. Je bosse avec une adresse perso, donc je reçois, à part sur les boîtes mail que j'ai chez mes clients, mais sinon, la plupart des messages de prospection, je les reçois sur LinkedIn. Donc là, à la limite, sans même le lire, qu'est-ce qui vous saute aux yeux sur ces deux messages? Je pense que celle-là est assez simple. Je vous laisse réagir dans le chat, du coup, et Alexis, si tu peux me... Ouais, c'est trop long, mais tout le monde l'a vu, c'est super long. Ouais. C'est horrible quand on reçoit ça. Ouais, non seulement c'est long, mais c'est aussi il y a la longueur et aussi la lisibilité. Alors on va pas s'attarder sur le fond, hein. Là c'est sur la forme, pardon, on va s'attarder sur le fond, mais là on voit que la personne, si elle avait ne serait-ce que sauté des lignes entre ces paragraphes, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus digeste. Bon, à droite, c'est un peu plus grave, entre guillemets. Là, on voit qu'il y a beaucoup trop d'informations et que quand tu reçois un mail comme ça, flemme de lire, clairement. Donc, faites bien attention à ne pas avoir des textes trop longs, à avoir une lisibilité qui est facile. Sautez des lignes, faites des phrases courtes, ne faites pas des phrases à rallonge. Faites attention sur le jargon, si votre cible n'est pas forcément à l'aise avec ce jargon. Et de manière générale, privilégiez des textes assez courts, hein. Là, je vous ai mis une petite citation, je crois que c'est de Saint-Exupéry. C'est un mantra que beaucoup de copywriters appliquent, qui est: la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Je pense que ça, c'est quelque chose à garder en tête quand vous rédigez vos séquences. L'idée, c'est de ne pas en faire trop, surtout sur le premier message qu'on envoie. Généralement, on a tendance à vouloir donner toutes ces idées dès le premier message, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de très long, difficilement lisible. Et en plus, derrière, dans les relances, finalement, on n'a plus rien à ajouter parce qu'on a déjà tout dit dans le premier mail. Donc, essayez de garder un mail, une idée, et de garder un texte court qui doit pouvoir se lire en quasiment un coup d'œil. Ouais, pour ajouter juste un point là-dessus aussi, il y a une bonne méthode, je crois que j'avais répété dans un live précédent, mais qui est de vous envoyer les messages sur votre mobile. Alors, vous pouvez le tester avec des solutions comme Wallaxy maintenant, mais aussi souvent sur l'Emlist, quand on reçoit des emails de prospection, on a des formats qui sont complètement différents, avec des emails, enfin un bonjour qui est en taille 14, et ensuite le reste du texte qui est en taille 18. Enfin, bref, avec des formats très différents, et c'est tout de suite très flag. Donc, pensez bien à vérifier les contenus que vous envoyez sur votre mobile, parce que souvent, c'est consulté de cette manière. Moi, je passe énormément de temps sur mon Gmail depuis mon téléphone. Donc, il faut que ça soit optimisé et que ça n'apparaisse pas enfin, que j'ai à scroller l'ensemble pour comprendre l'ensemble du message, quoi. Ouais, carrément, c'est un très bon conseil. Moi, je le fais des fois, même sur mon Gmail, ne serait-ce qu'en regardant depuis un ordinateur, tu vois quand même les choses différemment. Je pense que c'est un bon conseil de faire ce test, de s'envoyer l'email et de voir à chaud au niveau de la forme, est-ce que ça paraît lisible? Parce que des fois, quand tu rédiges ton mail je sais pas moi, sur un Lagraph Machine, sur un Lemlist, tu vas pas avoir le même rendu visuellement que quand tu le reçois sur ton Gmail. Donc effectivement, c'est intéressant de se l'envoyer. On va passer à une autre erreur. Alors, ces deux messages, ils font plusieurs erreurs, mais il y a une erreur commune qu'ils font. Est-ce que dans le chat, vous avez une idée de là où je veux en venir? Ah, j'ai une petite idée, hein. Tu as une petite idée? Ouais. J'entends des réponses, mais je ne peux pas les voir. Alors, on ne dit pas de Calendly ou l'utilisation du Calendly. Ah, je pense. Alors, il y a une erreur effectivement sur le Calendly. Personnellement, c'est le début de la phrase aussi, le partage. Enfin, je trouve que le point commun entre ce qui était présenté, enfin Florian, et par exemple la localisation, ça me semble assez faible.
Ouais. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ce que je voulais mettre en avant, c'est effectivement ce lien Calendly dès le premier message, qui est une erreur qui est souvent faite, que moi-même je faisais auparavant. En fait, il faut bien garder en tête qu'un lien Calendly dès le premier message, c'est quand même quelque chose d'assez agressif et d'assez impersonnel. D'une part, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gens, ils ont très peu de temps à vous accorder. Et si en plus, c'est à eux de faire la démarche, de trouver le créneau via votre lien Calendly, le sentiment que ça donne, finalement, c'est un sentiment de non-importance. Ça donne le sentiment que vous ne considérez pas réellement la personne. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'utiliser Calendly. Je ne dis pas que c'est un mauvais outil, mais il faut le faire peut-être un peu plus tard dans sa séquence, ou alors vous le faites quand vous avez une réponse et que vous avez validé un intérêt ou une douleur. Mais dès le premier message, ça reste très agressif et très impersonnel. Moi, ce que je privilégie parce qu'il faut quand même avoir un call to action à la fin de son message, mais mon call to action, finalement, il va plutôt se faire via une question où je vais je vais faire l'hypothèse que mon prospect, il a telle douleur, par exemple, et je vais essayer de valider ça, de creuser un petit peu plus via une question. Parce que le problème, si j'utilise un lien Calendly dès mon premier message, je vais avoir, alors peut-être que je vais avoir, c'est pas impossible non plus que j'ai quelques personnes que ça intéresse, que j'ai visé juste, et ces personnes vont prendre un rendez-vous. Mais si les personnes souhaitent pas prendre un rendez-vous, elles vont pas prendre la peine de répondre parce que finalement, votre call to action, c'est pas une question, c'est simplement prendre un rendez-vous dans mon Calendly. Donc, en faisant ça, finalement, on se tire une balle dans le pied sur son taux de réponse, mais en plus, comme je le disais, voilà, c'est quelque chose d'assez agressif, d'assez impersonnel. Ouais, et puis ça traduit de l'impatience, je pense. Ouais, Dans des rapports humains, vous ne le feriez pas. Classique. Donc, je pense qu'il faut apprendre à être patient, même si c'est aujourd'hui de plus en plus complexe sur à peu près tous les sujets. Mais il faut cette patience quand vous êtes en train de créer un message de prospection et peut-être que le lien Calendly arrivera après une réponse, comme tu le disais, Florian. Ça prendra peut-être une étape de plus, mais vous gagnerez 2-3 points ou 4-5 points rien qu'en faisant ce genre de pratique plutôt qu'à être bourrin et à espérer que quelques-uns passent entre les mailles des filets. ouais, t'as tout dit, hein, clairement, ça traduit de l'impatience et c'est jamais très bon d'ailleurs pour avoir des résultats. Euh, Maintenant, si vraiment vous voulez avoir un call to action qui est de la prise de rendez-vous dès le premier message, moi je conseille quand même de le faire en proposant 2 ou 3 créneaux. Alors c'est vrai que ça risque de générer quelques allers-retours si la personne elle est pas disponible au créneau que vous proposez, mais in fine, je trouve que c'est quand même ça apporte plus de résultats et plus de réponses. Là, je reviens du coup sur l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, où du coup je vous disais, la personne utilise un Calendly. Là, ce qu'elle aurait pu faire, au lieu d'utiliser un Calendly, c'est déjà de me poser une question pour valider un intérêt. Elle aurait pu notamment, juste avant son call to action, faire le lien. Donc moi, je suis freelance, elle aurait peut-être pu aller chercher, je sais pas moi, sur mon LinkedIn, essayer de se renseigner sur les clients avec lesquels j'ai travaillé. Et derrière, on voit que son message, là, apparemment, il me parle d'une boîte, une agence d'influence. Elle aurait pu me demander si c'était quelque chose de pertinent pour mes clients. À ce moment-là, j'aurais pu dire oui, non. Enfin, on aurait pu commencer une conversation. Elle aurait pu s'appuyer sur les différents points que je lui donne pour essayer petit à petit d'aller sur un discours un peu plus commercial. Mais en tout cas, là, il se trouve que ce message, j'y ai juste pas répondu. Un autre message, bon voilà, volontairement, là, je vous ai encore mis un exemple assez obvious. Cette fois-ci, c'est pas sur la forme, parce qu'on voit que la forme, à la limite, il n'y a pas de problème, c'est facilement lisible, mais c'est plus sur le fond. Qu'est-ce qui, selon vous, pose problème ici? Alors, je te dis ce qu'on nous dit sur le chat. Hein. Ouais. Déjà, il y a la présentation du prix. Le prix pour Hugo, pour Pierre, pour Mathieu, pour Vincent. Le prix revient beaucoup, beaucoup. Et c'est pas assez cher. Alors pour Pierre, ah là là, on reconnaît tout de suite les prices. Alors, c'est pas directement le prix, mais c'est lié à ça. En fait, ce qui me gêne ici, c'est que là, c'est un premier message. Et en fait, d'emblée, on cherche à me vendre quelque chose. On s'intéresse absolument pas à moi. On me pose aucune question, si ce n'est si j'ai du temps à accorder pour entendre parler de cette solution. Moi, j'ai pas. À ce stade,
finalement, on n'a vraiment pas envie d'aller plus loin. Et ça, je pense, c'est vraiment un des conseils les plus importants, c'est de ne pas chercher d'emblée à vendre. Les campagnes qui ont le plus de performance, qui apportent le plus de résultats et qui ont le plus fort taux de réponse, avant tout, elles cherchent à provoquer de l'échange dans un premier temps, avant de petit à petit se resserrer sur un entonnoir un petit peu plus commercial. L'idée, c'est d'avoir un gros changement de mindset là-dessus, parce que moi, ça, c'est une erreur que je faisais au début. C'est bien plus intéressant de déjà chercher à mieux comprendre les problématiques du prospect. Donc, a priori, vous vous êtes quand même renseigné en amont sur vos personas, donc vous avez déjà des hypothèses. L'idée, c'est de poser des questions pour valider ces hypothèses, appuyer sur les douleurs, appuyer sur ce genre de choses pour valider tout ça, et ensuite seulement, dans un second temps, se positionner en tant que problem solver. Le fait de faire ça, ça va vous permettre d'avoir des gros changements en termes de taux de réponse. Je pense que les approches trop commerciales, il faut oublier. Alors là, effectivement, c'est un exemple très extrême. En plus, la personne me parle de son prix. Mais si peut-être... Ouais. Non, vas-y, je te laisse. Non, je pensais que tu allais dire. Okay. non, mais si peut-être là, la personne peut-être aurait pu essayer de voir quelles étaient les problématiques au niveau de la comptabilité des freelances, appuyer sur certains points, me demander comment je gère ça actuellement, et seulement en fonction de ces réponses, arriver sur un discours un petit peu plus commercial. Mais là, on voit qu'elle le fait avec une approche très frontale, ce qui à mon avis, a eu des résultats assez catastrophiques. Et il existe, en fait, vous avez quand même d'autres moyens à votre disposition pour arriver avec des approches un peu moins frontales. Je vous ai mis quelques exemples ici que soit j'ai moi-même fait, soit des exemples que j'ai trouvés. Mais typiquement, vous pouvez déjà peut-être dans un premier temps partager une ressource qui pourrait intéresser votre cible et derrière rebondir dessus dans le discours. Vous pouvez, pourquoi pas, inviter la personne à un webinar, si ce webinar peut lui permettre de l'aider dans un des problèmes qu'elle rencontre. J'avais déjà testé également le fait de proposer un diagnostic gratuit. Je crois que j'avais fait ça avec une agence web qui bossait sur du SEO. Alors, finalement, quand vous proposez un diagnostic gratuit, la personne, elle se doute que derrière, c'est pour essayer de convertir. Elle se doute de ça, mais l'approche est quand même beaucoup moins frontale en proposant déjà une première prestation, entre guillemets, qui n'engage à rien et surtout qui est gratuite. Tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que la campagne de prospection, de toute façon, c'est un moment dans lequel on vient, comme tu disais, valider des hypothèses, dans lequel on vient poser des questions. En fait, on va à la pêche aux infos. Et c'est cette pêche aux infos qui va derrière, qui est générée potentiellement soit par un gros comme toi, soit par le service marketing d'une société, mais qui va permettre ensuite de donner de la puissance au discours commercial. Parce que la discussion qui va être reprise ensuite derrière par un sales, par un bizdev, elle va avoir d'autant plus de sens que la personne répond sur des choses qui sont véritables, dans lesquelles vous avez déjà des premières informations sur la société. Ça change complètement l'orientation d'école que vous aurez par la suite. Vous êtes déjà dans un premier diagnostic quasiment qui est posé, fait une vraie compréhension, et derrière, vous pouvez arriver sur un positionnement d'expertise et de problem solver qui est très différent. Ouais, carrément. Sixième erreur que j'ai pu faire, et là, j'ai pas d'exemple à vous montrer parce que ça concerne la taille des batchs. Gardez quand même en tête que plus vous segmentez, plus derrière vous pouvez personnaliser vos messages. Et plus vos messages sont personnalisés, plus derrière vous pouvez générer de l'intérêt, de la réponse. Moi, je préconise 150 personnes maximum par batch. Et encore, déjà, je trouve que 150, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment le max, je dirais. Pour ça, évidemment, c'est indispensable de bien connaître ses ICP, donc son profil de client idéal et ses personas. Il y a ce travail à faire au préalable, on y reviendra rapidement juste après. Juste ce que je voulais dire sur la taille des batchs, si vous avez, mettons, un marché adressable, je dis n'importe quoi, de 1000 personnes, ça ne veut pas dire que vous allez vous forcer à en adresser uniquement 150. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est de les segmenter. Par exemple, 1000 personnes, vous allez peut-être les segmenter en 10 batchs de 100 personnes qui auront chacun certains attributs, ce qui va vous permettre d'arriver avec un message personnalisé. Et ça, clairement, derrière, vous allez le ressentir sur le taux de réponse.
Donc là, je vous ai mis quelques exemples de critères de segmentation que vous pouvez utiliser. Alors, il y en a certains, voilà, les secteurs, c'est assez évident parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur SalesNav et qui fonctionne déjà. D'ailleurs, le secteur, c'est pas forcément une bonne idée sur Sales Navigator parce que ça fonctionne assez mal. Mais sinon, vous allez pouvoir utiliser des choses comme le taux de croissance, des études, notamment que l'expéditeur que vous utilisez a en commun avec vos destinataires. Et surtout, ce qui est intéressant en B2B, notamment sur les SaaS, c'est les stacks et les technos utilisés. Moi, j'ai l'exemple récemment d'un client qui avait une techno qui était intégrable uniquement avec certains CRM, ce qui fait qu'on a besoin en amont de savoir quels sont les CRM utilisés par nos entreprises cibles pour savoir si notre techno elle est intégrable avec eux. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on va pas les adresser puisque d'emblée, on sait qu'on ne pourra pas bosser avec. Donc là, en l'occurrence, j'avais utilisé un outil qui s'appelle Reveal CRM. Et vous en avez d'autres, il y a SalesNav, j'ai mis Faro aussi, évidemment, qui permet de faire ça. Je crois que le pixel Facebook, ouais, tu l'as sur Faro. On a énormément de techno. L'analyse des technos, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup utiliser. Alors, à travers nos campagnes dont on aime beaucoup parler, effectivement, on a quelque chose du même niveau que Wapalizer, qui est une des solutions qui existent aussi sur l'objection des technologies. Ouais, ça c'est très pertinent sur du logiciel, sur ce genre de choses. C'est un des critères qui permet d'avoir une bonne personnalisation derrière et qui montre en fait que vous vous êtes renseigné, sur quel outil, quel CMS, etc. utilise votre destinataire. L'erreur numéro 7, qui est un peu liée, c'est le fait de ne pas se renseigner suffisamment sur ces ICP, sur ces personas. Moi, ce que je vois souvent chez mes clients, c'est qu'en général, le travail sur les ICP, sur les entreprises cibles, il est assez bien fait. Le travail sur les personas, un petit peu moins. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les personas, ils ne sont pas les mêmes suivant les ICP. Ce que je veux dire par là, c'est que le directeur marketing d'une boîte de 20 personnes, il n'aura pas les mêmes problématiques, le même comportement que le directeur de marketing d'une boîte de 500 personnes, par exemple. Donc, il faut bien faire ce travail en amont, bien se renseigner. C'est ce qui permet derrière d'arriver avec un discours pertinent. Donc, le maître mot à retenir là-dessus, c'est quand même de penser douleur. Quand vous faites des campagnes d'outbound, l'idée, c'est quand même d'appuyer sur des douleurs pour, comme je le disais tout à l'heure, derrière, vous positionner en tant que problem solver. Si vraiment il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est cet aspect de douleur. Mais vous pouvez également vous poser des questions sur les solutions alternatives. Aujourd'hui, vous proposez une solution, peut-être que vous avez des concurrents et donc que votre prospect, il a des solutions alternatives. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Comment vous vous différenciez? Vous pouvez également vous demander quelles pourraient être les objections que mon prospect va avoir. Comme ça, vous pouvez peut-être les anticiper au fur et à mesure de votre séquence. Et voilà, des choses comme le tutoiement, le vouvoiement. Toutes ces choses, finalement, c'est des choses qui vont vous permettre de créer un copywriting efficace et qui va générer derrière des réponses. Je vous remontre un exemple. Alors ça, c'est l'exemple dont tu parlais tout à l'heure, Alexis. J'ai mis 2 fois. Et j'ai un autre message, et c'est pareil, là, je tiens à insister sur un point. Si vous pouvez réagir dans le chat, du coup, sur, selon vous, quelle est l'erreur qui est faite ici? Sachant que c'est plus évident de le voir ici que là. On a des réponses, du coup, un petit peu, Alexis? Pardon, j'avais le micro coupé, donc on disait que c'était de la fausse personnalisation. Et juste pour répondre avant, sur la partie ICP, c'est juste votre client idéal, en fait. Ouais, c'est ça, ça veut dire Ideal Customer Profile. Oui, c'est le client idéal, c'est-à-dire vous allez dire, est-ce que moi je cible des boîtes SaaS qui sont basées en France et qui ont entre 50 et 100 employés, par exemple. Yes. Ça peut être un ICP. Et juste avant de partir là-dessus, donc Hugo posait la question de savoir combien il y avait de personnes max dans ces campagnes. Tu vas peut-être me contredire, Florian, hein, pour moi, on a un personnel égale une campagne, parce que si tu as. On ne parle pas pareil à un directeur marketing qu'à un sales, qu'à un fondateur potentiellement. Et du coup, ta campagne, elle traduit un personnage parce que tu as un seul discours qui est diffusé à l'intérieur. Ouais. Bah non, mais j'ai rien d'autre à rajouter, je suis complètement en phase avec ça. Très bien, ça me rassure. Ça n'empêche pas par contre de faire plusieurs campagnes et au sein d'une boîte. Par exemple, si tu as 3 personas au sein d'une boîte, rien ne t'empêche de faire 3 campagnes qui adressent ces 3 personas, mais tu vas les adresser de manière différente. Tu vas pas avoir, comme tu le disais, le même discours avec un sales qu'avec un directeur marketing. Ouais, carrément.
Et Et du pour coup, reprendre je disais, pense qu'on ouais, que l'a. la personnalisation était trop générale. Ouais, Donc avec le basé à Lyon, récente actualité, bref, ça reste un peu de la la fake personnalisation, comme le rappelle Philippe. Et j'avais vu aussi l'autre. ouais, bah c'est exactement là où je voulais en venir. Donc là, sur ce premier message, on voit que la personne m'a dit comme vous, nous sommes basés à Lyon. Donc, pour la petite anecdote, moi, il faut savoir que je suis absolument pas basé à Lyon. Donc en plus, je sais pas comment cette personne a pu obtenir cette info. Bah, à la limite, on s'en fiche. Là, le problème, c'est que le reste du message, il avait absolument aucun rapport avec le fait que je sois basé à Lyon. Euh, Ça peut jouer sur l'aspect local comme ça peut être pertinent dans certains cas. Je pense notamment au tourisme, par exemple, le secteur du tourisme. Ça peut faire sens. Mais sinon, en fait, là, clairement, on est sur de la fausse personnalisation. Et là, c'est pareil. Là, pour donner un petit peu de contexte, en fait, il y a quelques mois, je bossais pour un client qui a fait une levée de fonds. J'avais renseigné l'expérience sur mon profil LinkedIn. Et il se trouve que j'ai reçu pas mal de messages d'outbound et 90% d'entre eux, ils avaient la même approche. Félicitations pour votre levée. Je pense pas que ce soit une accroche qui est à bannir, mais il faut qu'elle ait un sens avec le reste du message qu'on veut pousser. Donc là où je voulais en venir, c'est que l'icebreaker non lié au message, ça n'a pas de sens. Euh, En fait, j'ai l'impression qu'on a tellement dit qu'il fallait faire de la personnalisation qu'on fait un peu de la personnalisation pour de la personnalisation parfois. Mais si c'est pas lié au reste du message que tu veux pousser, cette personnalisation, elle n'a pas d'intérêt et quelque part, ça trahit un peu, tu casses un peu cette confiance parce que les gens le remarquent ça. Ouais, c'est clair. Et ce que tu disais sur la segmentation, par exemple, la segmentation par la levée de fonds, c'est un critère qui est intéressant. Mais en revanche, l'utiliser à l'intérieur toujours comme intro pour le prospect, c'est pas forcément pertinent. C'est plus pertinent de se poser les questions, de savoir, OK, en fait, la levée de fonds, peut-être que ça pose des nouveaux enjeux. Qu'est-ce que ça peut être? Quels sont ces nouveaux enjeux en rapport avec ce que j'ai à apporter? Bref, juste pour vous dire, quand vous levez des fonds, il y a une espèce de red flag. Tout le monde pense que vous avez des budgets dans tous les sens. Vous êtes un peu la vache à lait de tout le monde. Donc, quand vous recevez plein de messages avec juste la mention de la levée de fonds, c'est vraiment flag. Donc, ça nécessite encore une fois simplement de se poser des questions. C'est un premier critère de segmentation, mais ça nécessite ensuite encore une fois de se poser des questions. Ouais, ouais, carrément. Et sur ce point, moi, je suis assez en phase avec l'approche d'Alexandre qui est passé sur un webinar Faro récemment et qui, lui, essaie de penser plutôt en termes de déclencheur plutôt qu'en termes d'icebreaker. En fait, la différence, c'est que le déclencheur, il va vous permettre de dire pourquoi et dans quel contexte vous contactez cette personne. Ce qui fait que derrière, la suite du message, elle va être beaucoup plus fluide. Je vais vous montrer un exemple que j'ai reçu récemment qui va être un peu plus parlant, avec un message qui est plutôt pas trop mal construit d'ailleurs. Là, typiquement, ce qui s'est passé, je crois que j'ai dû commenter un post LinkedIn, tu vois, où une personne proposant un simulateur d'investissement locatif. J'ai commenté, tu sais, c'est les trucs où tu commandes pour recevoir. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une personne qui m'a contacté en me disant qu'elle avait elle avait elle aussi demandé ce simulateur. Et derrière, elle a une alternative à me proposer. Elle me demande mon avis là-dessus. Là, on voit que le déclencheur qu'elle utilise, déjà, il est vrai. Ça donne le contexte pourquoi elle me contacte. Là, je comprends d'emblée pourquoi elle m'a contacté. Je vois à quoi elle fait référence. Et surtout, derrière, le reste du message qui est poussé, il est pertinent par rapport à ce déclencheur. Ce qui fait qu'on a un message qui est assez fluide et j'ai pas l'impression que c'est du bullshit. Je vais du coup vous remontrer les exemples que je vous avais mis tout à l'heure, mais là, bon, l'approche, là, nous sommes basés à Lyon, je pense qu'on peut l'oublier. Maintenant, sur l'approche de la levée de fonds, je pense qu'elle n'est pas forcément à bannir non plus, pourquoi pas, mais ce que la personne aurait pu faire pour améliorer un petit peu son message. Donc, on voit que c'est une personne qui travaille chez Salesforce. Déjà, elle aurait pu me dire où est-ce qu'elle a vu ma levée de fonds, ça aurait rendu la chose un petit peu plus naturelle. Ouais, elle aurait pu me dire j'ai vu sur Madines votre récente levée de fonds. Et derrière, elle me propose, donc on se doute qu'elle va me parler de Salesforce. Mais là, finalement, c'est pas très fluide. L'enchaînement entre les deux paragraphes n'est pas très fluide. En fait, on comprend pas le rapport entre l'un et l'autre. Mais si elle était venue avec un message peut-être où elle m'aurait dit, voilà, entre une phase de seed et une série A, les entreprises, elles renforcent ces sujets de relations clients, d'engagement, etc. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce qu'on en parle? Oui, non. J'aurais eu un message déjà qui aurait été un petit peu mieux. Bon, après, il y aurait peut-être d'autres choses à voir
dans le reste du message. Là, notamment, on voit qu'elle me met des références qui ne sont pas forcément liées au secteur d'activité de mon client. Donc, elle aurait peut-être amené des références un peu plus pertinentes. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, de dire que en retravaillant un petit peu ça, on aurait pu déjà arriver sur quelque chose de bien mieux et avoir un déclencheur qui est fluide. J'ai une question là-dessus, Florian, donc sur l'utilisation des références, un peu de la preuve sociale à l'intérieur des emails. Pour toi, il est préférable de ne pas les mettre si en fait, ce n'est pas en rapport avec le secteur d'activité de la société? Comment tu te positionnes En fait, aujourd'hui? il y a deux cas de soit, parce que souvent on a tendance à mettre les références un petit peu prestigieuses voilà, on met les références dont on est fier. Je pense que c'est plus intéressant de mettre des références qui ressemblent vraiment à la personne qu'on adresse pour qu'elle puisse se projeter dans l'utilisation du produit ou du service. Ouais, yes. Là-dessus, moi, je suis vachement partisan de la taille de société. Tout le monde a des cas d'utilisation. Bon, tout le monde a un peu été client par exemple, Faro, on a la Poste comme utilisateur, mais je ne vais jamais prendre la Poste comme preuve sociale à l'intérieur de nos campagnes parce que ça ne peut pas parler, quoi. Ouais. Il vaut mieux parler même de sociétés qui sont plus petites. Ils n'ont pas forcément, en tout cas, nous, on a l'approche où on n'utilise pas forcément le secteur d'activité, mais en tout cas, la taille de la boîte, et ça fait moins peur, et ça rassure. Voilà. Ouais, carrément. Je suis super en phase avec ça. Je vois que le temps passe, donc je vais essayer d'accélérer un peu sur les trois autres points qui nous restent. Mais ce que je préconise également, c'est de vraiment tester le multicanal. Là, j'ai mis un screen qui vient de la Growth Machine. Après, il y a plusieurs outils qui permettent d'en faire. Le multicanal, c'est le fait d'adresser des séquences qui partent pas uniquement que sur LinkedIn ou que par mail, mais qui vont jongler entre les deux. Ça va avoir deux bénéfices. Le premier, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont être plutôt réactives sur LinkedIn, d'autres plutôt par mail. Donc finalement, en utilisant les deux, vous allez pouvoir trouver le meilleur canal pour contacter tel ou tel prospect. Et le deuxième intérêt, c'est que finalement, ça montre un petit peu quelque part de la détermination. La personne, vous allez la chercher sur LinkedIn, vous la contactez par mail, etc. Vous allez favoriser le taux de réponse comme ça. Et là, sur l'exemple que je montre ici, sur une campagne sur un petit batch, mais on voit que j'ai 60% des réponses qui proviennent de LinkedIn et 40% de mes réponses qui proviennent du mail. Si j'avais utilisé seulement un seul de ces deux canaux, je pense que j'aurais eu un taux de réponse qui serait bien moindre. Donc vraiment, je vous incite à tester, si vous ne l'avez pas encore fait, tester du multicanal. Généralement, c'est assez intéressant en termes de taux de réponse. On aura des questions pour la session de questions-réponses sur l'utilisation du multicanal. Ouais, carrément. Oui, je l'ai abordé très rapidement, donc on pourra en reparler juste après. Ouais. Du coup, nouvelle erreur que je souhaitais mettre en avant, en sachant donc du coup que c'est une relance. Là, on voit que c'est pas un premier message, c'est une relance. Qu'est-ce qui, selon vous, pose problème sur ce message? Alors, on ne dit pas de contexte, aucune valeur. Relance horrible. Ça n'apporte rien. Ouais, c'est exactement là où je voulais en venir. En fait, là, on est sur une relance qui est juste là pour me dire si j'ai bien reçu le message. Bon, à la limite, je suis toujours disponible, cette phrase, on pourrait l'enlever, elle ne sert à rien. Mais ce que je voulais apporter ici, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la lisibilité du texte, de ne pas mettre tout d'un coup, c'est que si vous mettez tout d'un coup, derrière, vous n'avez plus rien à dire dans vos relances. Et ces relances, évidemment, elles sont là pour relancer, mais ce qu'il faut, c'est également qu'elles apportent des éléments supplémentaires. Vous allez pouvoir parler je sais pas, de différentes fonctionnalités ou alors appuyer sur différentes douleurs jusqu'à finalement trouver quelque chose qui fait tilt dans la tête du prospect et qui va déclencher une réponse. C'est important de garder ça en tête. Moi, je ne m'interdis pas absolument de faire une relance de ce type, une relance qui n'apporte rien de plus. Pourquoi pas, si j'ai une séquence de 5-6 emails, pourquoi pas avoir une relance comme ça, mais vraiment, c'est maximum une. Et sinon, sur le reste, j'essaie au maximum d'apporter des éléments supplémentaires dans mes relances. Ouais, c'est une en tout cas, quand on n'est pas émetteur, mais destinateur et qu'on reçoit cette information-là, on a l'impression qu'on doit quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est très difficile à percevoir. Quand on a l'impression qu'on nous reproche quelque chose. Et moi, je ne vis pas, enfin, je n'aime pas du tout. Je déteste ça, cette partie-là. Donc, vraiment, perso, à bannir, quoi. À bannir cette partie-là.
Je suis assez d'accord sur le fait que tu donnes l'impression finalement que la personne te doit quelque chose et c'est pas le cas, la personne te doit rien. Donc voilà, essaye d'arriver avec des éléments supplémentaires comme ça dans chacune des relances. Là, je vous montre quelques exemples que j'avais rédigés. Ouais, voilà. Là, typiquement, je faisais savoir à la personne que mon service, il était intégrable avec HubSpot. En amont, j'ai segmenté, j'adresse que des boîtes qui utilisent HubSpot. Donc, j'apporte en plus un élément de personnalisation. Et j'essaie de voir, en fait, dans ma relance, en parallèle, j'essaie de voir si le fait que ça soit intégrable avec HubSpot, ça peut avoir un rôle pour lui. Est-ce que ça peut être l'élément bloquant qui fait que jusqu'à maintenant, il ne m'a pas répondu? Est-ce que ça peut faire tilt? Dernier exemple que je montre sur la relance qui est assez connu, que moi j'aime bien faire, c'est finalement, j'aime bien avoir une dernière relance un peu de repêchage où je demande pourquoi la personne ne m'a pas répondu jusqu'à maintenant. Et ce que je fais pour faciliter la réponse, c'est que je lui propose d'emblée 3 cas de réponse où finalement elle a juste à faire un copier-coller et me le dire. Et là, je ne l'ai pas fait, mais des fois j'aime bien aussi un peu ajouter une réponse un peu décalée pour jouer sur l'humour. Ce qui se passe sur cette relance de repêchage, c'est que, bon, au pire des cas, on ne vous répond pas, mais vous avez rien perdu, parce qu'on vous avait, de toute façon, on ne vous avait pas répondu. Soit, deuxième cas de figure, on va vous dire pourquoi on ne vous répond pas, et ça peut vous apporter des éléments pour améliorer vos campagnes futures. Troisième cas de figure, c'est qu'en fait, souvent, de façon assez surprenante, on a des gens qui sont intéressés à ce stade, qui se réveillent un petit peu à ce stade, et ça m'arrive quand même assez régulièrement d'avoir des gens, finalement, où à partir de cette relance de repêchage, qui finalement on joue un peu sur le côté humanité, etc. J'ai des gens qui sont intéressés pour aller plus loin dans la conversation. Donc, c'est très malin cette proposition, je trouve. C'est quelque chose que j'utilise pas perso, j'ai jamais fait, mais qui donne vraiment envie d'utiliser dans une campagne. Et ça, tu l'utilises c'est en email 3, c'est ça que tu là, dans ce screen-là, c'est email 3, mais ça peut. En tout cas, c'est mon dernier message. Ça peut être le 10e message, hein, mais c'est mon dernier. Ouais. Ok. Et ouais, c'est assez intéressant. Cas de figure encore assez obvious cette fois-ci. Je vous laisse répondre dans le chat, mais je pense qu'on va aller assez rapidement sur celui-ci. Là, pareil, c'est d'un coup d'œil, hein, sans trop réfléchir. Qu'est-ce qui vous pose problème? On nous parle des emojis, les fameux. Ouais, alors c'est les emojis et le fait qu'en fait ça soit pas du tout naturel. Gardez en tête, je crois que c'est Denis qui disait ça dans un de tes webinaires, Alexis, justement que le but du cold emailing, c'est que ça soit que ça paraisse naturel, que la personne oublie que c'est automatisé. Si vous blindez d'emojis comme ça, ou si vous avez un texte, là on voit que la personne elle me pose une question et d'emblée elle a prévu les réponses au cas où je dis oui ou je dis non. Dans la vraie vie, personne ne fait ça. Donc ça trahit automatiquement l'automatisation et on n'a absolument pas envie de répondre. Donc l'idée, c'est de garder un maximum de naturel, d'éviter ou au moins de limiter les emojis. Je vois aussi des fois beaucoup de gras, d'italique, et ça c'est pareil, personne ne va faire ça dans un mail qu'il envoie comme ça à la mano. L'idée, c'est d'avoir un copywriting qui est naturel et qui est simple. Et ça, c'est un conseil qui... c'est bien beau dit comme ça, mais en réalité, c'est une des choses les plus dures, c'est d'avoir... une des choses les plus dures, c'est de faire simple, justement. C'est pas si simple de faire quelque chose de naturel. Ouais, je pense que le meilleur moyen, perso, moi, prenez la liste de votre... Enfin, vous avez bien défini, vous avez bien segmenté, vous prenez les 3 premières personnes de votre liste et vous écrivez comme si c'était pour ces personnes-là, juste ça. Et en fait, ça vous oblige, vous ne pensez pas au reste de la liste, vous pensez juste au début et vous vérifiez que ça va bien. Et ça vous impose d'avoir des choses qui sont très personnalisées, qui s'intéressent vraiment à la personne et des structures de phrases qui sont beaucoup plus naturelles. Petit tips perso. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne méthode. Et je vais arriver sur ma dernière erreur. Je veux directement vous donner la réponse parce que, en l'occurrence, c'est pas vraiment de la prospection, c'est un mail qui vient de LinkedIn. C'était simplement pour illustrer le fait que là, on me propose quelque chose. Moi, je suis intéressé. Derrière, j'ai aucune réponse. Là, c'est vraiment la fin du message. Et à travers ça, en fait, je voulais illustrer le fait que avoir une réponse et optimiser le taux de réponse, c'est très bien, mais le travail ne s'arrête pas là. En fait, on a toute la phase post-réponse. Et cette phase, elle n'est pas automatisée, parce que vos séquences, à partir du moment où vous avez une réponse, naturellement, elles vont se stopper. Vous n'allez pas continuer d'envoyer des messages automatisés, puisqu'ils ne seraient pas adaptés au contexte. Ça n'aurait aucun sens.
Donc, tout ce qui est message post-réponse qui, eux, vont être non automatisés, ils sont tout aussi importants, si ce n'est plus. Et ça, je pense qu'il faut bien y faire attention, surtout pour les gens qui seraient freelance comme moi et qui travailleraient avec des clients sur des campagnes d'outbound. Moi, généralement, du coup, je vais utiliser je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, le profil d'un CEO, d'un sales, d'un customer success. Et potentiellement, ça va être sur leur propre LinkedIn, peut-être sur leur propre adresse mail. C'est important de bien lister les différents cas de figure potentiels. On fait quelques hypothèses sur les réponses qu'on va pouvoir avoir à travers ces campagnes. Et essayer de faire un peu des petits templates pour y répondre derrière. Parce que si vous avez une personne qui n'est pas à l'aise avec cet exercice, peut-être que vous allez gâcher tous les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant pour obtenir des réponses, si derrière les réponses non automatisées, elles ne sont pas elles aussi travaillées. De mon côté, j'ai fini sur les 12 erreurs que je voulais illustrer ici. Maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que j'ai un exemple de campagne à vous présenter. Donc, une campagne qui avait bien marché, qui avait un taux d'ouverture aux alentours des 45%. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai un peu de recul aussi sur cette campagne. Taux de réponse de 45%. Ouais, taux de réponse, ouais, non, pas d'ouverture, taux de réponse. Et ce qui est intéressant, je disais, c'est que avec le recul, je vois des choses aussi que j'aurais pu optimiser pour améliorer encore ce taux de réponse. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous présente cette campagne, qu'on regarde un petit peu les messages et qu'on voit ce que j'aurais pu optimiser. Juste pour information, c'est une campagne qui a été faite en multicanal dans un souci de simplification pour que ce soit facile à présenter. Je vous montre que la partie qui était full LinkedIn, dans le cas où je n'aurais pas le mail de la personne. Et dans tous les cas, voilà, c'était une des branches de mon workflow qui a le mieux fonctionné. Pour donner un petit peu de contexte, c'est pour un SaaS pour les experts comptables qui proposent du conseil patrimonial et derrière, on leur propose un outil qui va leur permettre d'éditer facilement des diagnostics et des stratégies patrimoniales pour leurs propres clients. Donc, je commence ici par une note d'invitation. D'ailleurs, petite parenthèse sur la note d'invitation, je crois que c'est la Growth Machine qui disait en webinaire que finalement, utiliser une note d'invitation personnalisée, oui, ça va limiter le taux d'acceptation, mais in fine, ça va maximiser le taux de réponse. Et que c'est plus intéressant de faire un tri dès le départ en ayant une note d'invitation personnalisée. Parce que le but, c'est pas que la personne elle accepte l'invitation, le but, c'est que la personne elle réponde derrière au message. Donc, je pense que c'est intéressant de garder ça en tête. Après, pourquoi pas le tester, hein, je pense que ça reste des infos qui ne doivent pas être pris tel quel. Il faut quand même les tester. Mais en tout cas, si vous n'avez pas fait ce test, je vous encourage à le faire. Et là, dans ma note d'invitation, à savoir que j'envoie le message depuis le profil du CEO. Et il se trouve que le CEO, il a réalisé une certaine formation. Et cette formation, c'est une formation en conseil patrimonial. Là, l'intérêt, c'est que déjà, ça me permet de faire de ma segmentation. Aujourd'hui, tous les experts comptables ne font pas de conseil patrimonial. Et c'est assez difficile, à travers Sales Navigator, par exemple, de savoir lesquels font du conseil patrimonial. Le fait d'utiliser cette formation et de recouper avec un job title expert comptable, ça me permet déjà d'arriver, et je sais que je m'adresse à des experts comptables qui proposent du conseil patrimonial. Et derrière, je leur propose de leur pousser une ressource sur un sujet lié, donc ce qui fait le lien avec mon déclencheur. Derrière, quand la personne elle a accepté, je redonne un peu le contexte sur laquelle je l'ai contacté. Je rappuie sur le fait que moi aussi j'ai fait cette formation, donc je ne suis pas juste là en mode opportuniste. J'ai vu que tu as fait telle formation, ok, tu proposes du conseil patrimonial. Mais je rappelle que je l'ai fait et derrière, effectivement, j'essaie de confirmer qu'il s'agit bien d'un expert comptable qui fait du conseil patrimonial. Et il se trouve, à travers la réponse, que c'était bien le cas. D'ailleurs, je pousse mon PDF. Il se trouve que c'est un PDF du coup qui a finalement un exemple de diagnostic que l'outil de mon client peut proposer. Et en fait, une des douleurs des experts comptables qui proposent du conseil patrimonial, c'est que le fait d'éditer un diagnostic, c'est quelque chose de très chronophage. Et quand ils arrivent à le faire, finalement, ces diagnostics, souvent, ils sont peu compris par leurs clients. Et là, le lien que je propose, il présente un diagnostic qui est très visuel, très clair. Donc finalement, indirectement, j'appuie sur ces deux douleurs qui sont l'aspect chronophage et l'aspect mauvaise compréhension par le client final. Derrière, je précise que ça a été édité avec mon outil.
Et là, je lui demande pas, je lui pousse pas un calendrier pour prendre une démo, je fais pas ce genre de choses. J'essaie de valider justement, est-ce que ça lui parle? Est-ce que lui, il se projette sur le fait de proposer ce document à ses propres clients? Ensuite, j'arrive sur un message où je demande. Juste pour une question qui était intéressante Ouais, par rapport au cas d'Alexandre, l'information sur la formation, comment tu ouais. l'avais obtenue? Comment tu avais procédé 16 navigatoires, ouais. Si je sur l'avais ces obtenu. Ouais, je l'avais obtenu sur 16 navigatoires. Et du coup, alors là, je redemande ce que la personne a pensé du PDF que je lui ai partagé. Et là, je parle des autres fonctionnalités de l'outil. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas parlé directement dans mon premier message de toutes les fonctionnalités. J'essaie de rester sur un mail, une idée, et j'en parle à cette occasion. Là, ce que j'aurais pu faire en termes d'amélioration, vous allez voir que j'avais que 3 messages dans ma séquence, qui finalement est assez peu. On peut permettre de faire plus de relances. Là, typiquement, j'aurais pu en faire 2 mails. Tu vois, par exemple, un premier email où je me contente de demander ce qu'il a pensé de ce PDF. Et là, un autre email en mode, voilà, en fait, j'ai oublié de vous dire, l'outil permet de faire ça, ça et ça, parce que peut-être que c'est une autre fonctionnalité qui intéresse la personne. Ouais, là, tu avais 2 call to action, ce qui est probablement un cas Ouais, d'amélioration. ouais, typiquement, c'est une des améliorations. Une autre amélioration que j'aurais pu faire, c'est, alors là, ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant sur les déclencheurs, c'est de dire dans quel contexte on a trouvé cette information. Là, je lui dis qu'on a tous les deux réalisé une formation. J'aurais pu lui dire, là c'est un petit peu compliqué, ça aurait mal fonctionné, mais je sais pas, j'aurais pu lui dire qu'en tombant sur son profil, j'ai vu qu'il avait fait cette formation. Bon, je suis tombé sur votre profil LinkedIn, c'est quand même à éviter parce que c'est pareil, c'est un peu la facilité en général, ça fonctionne pas très bien parce que tout le monde le fait. Mais ce que je veux illustrer là, c'est intéressant quand vous dites j'ai vu que, quand vous faites allusion à une information, c'est bien de donner un contexte et de dire comment vous l'avez trouvé. Je donnais un exemple tout à l'heure avec la levée de fonds, là où la personne aurait pu dire j'ai vu sur Madines. Voilà, ça c'est un exemple d'apport de contexte dans un déclencheur. Et du coup, derrière, j'ai un dernier message qui est le message, le type de relance dont je vous parlais tout à l'heure, où je liste en fait des raisons pour lesquelles mon prospect ne m'aurait pas répondu, et ce qui permet d'avoir une réponse assez facile. Donc vous voyez que c'est une séquence qui a rien d'extraordinaire non plus, mais je pense que ce qui a été le plus important sur cette séquence, c'est cette segmentation en amont qui permet de s'assurer de la pertinence de mon message et derrière d'arriver avec une approche qui n'est pas trop frontale. Et là, on avait la question de Philippe qui disait justement sur ce dernier email, donc tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que Ouais. tu as beaucoup de réponses, tu as beaucoup de personnes qui, à cette étape, justement, choisissent une des propositions ou te révèlent autre chose? Ouais, carrément. J'ai pas de chiffres à donner, mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup de réponses. Et encore une fois, j'ai des personnes qui vont être intéressées à ce stade. Et quand bien même elles sont pas intéressées, elles vont au moins me donner des éléments qui vont me permettre de mieux comprendre m'aider à mieux comprendre ce que j'aurais pu améliorer dans mes séquences. Ouais. Ensuite, Théo nous posait la question des suites à donner en fonction des réponses. Bah, je pense qu'après, c'est un argumentaire commercial. Hein. Enfin, c'est une réponse aux objections qui va arriver et on tombe un peu dans un autre thème, enfin, un peu moins acquisition et Ouais. plus sales. Ouais, là, c'est vraiment du cas par cas. Après, c'est vrai que si t'as une personne qui est intéressée, bah là, à ce moment-là, tu peux te permettre là, à ce stade d'utiliser un calendrier. Comme je le disais, je pense que c'est pas à bannir. Là, c'est le bon cas de figure. Je trouve que si la personne, elle t'a dit, OK, ta proposition de valeur, ça me parle, t'as appuyé sur les bonnes douleurs, je suis intéressé pour aller plus loin, là, tu peux te permettre de lui pousser un calendrier. Mais sinon, c'est vrai que c'est une question ça va être difficile de répondre avec précision avec cette question parce que forcément, ça va dépendre du cas de figure. Yes. Top, top. Eh ben, ce qu'on peut faire, c'est juste, moi, je vais présenter un cas rapide d'une proposition que j'ai fait ce matin, enfin, d'un cas que j'ai imaginé ce matin. Et ensuite, on passera à la question de session, enfin, la session de questions-réponses. Il y en a déjà pas mal en anglais questions. Tu pourras checker, Florian, parce qu'il y aura pas mal de questions pour toi par la suite. Allez, je vous partage ça. Tac.
Est-ce que tu peux me confirmer que tu vois? Ouais, c'est bon, je vois bien. Super. Donc, j'ai fait, encore une fois, pour prendre le contre-pied un petit peu de ce qu'a fait Florian, j'ai fait quelque chose de simple avec une campagne qui est uniquement par l'email. Et c'est pour vous montrer les deux aspects, c'est volontaire. Et cette fois-ci, je parlais d'une agence SEO. Voilà. Une société, une petite agence SEO qui va chercher des sociétés comme les nôtres, donc des sociétés comme Faro, des sociétés assez récentes de logiciels, et avec une information qui est disponible d'ailleurs sur Faro, qui est le CMS utilisé. Le premier point commun sur lequel je travaille, c'est de dire que justement, j'ai analysé cette société parce qu'elle utilisait Webflow. Donc pour son site vitrine. Ça la rend très spécifique en partie parce que c'est des sociétés, tout le monde n'est pas présent sur Webflow, la grande majorité des gens sont présents sur Bubble, sur WordPress, sur plein d'autres CMS. Ça rend ma campagne assez spécifique. Et deuxième élément, c'est d'encourager la personne pour lui dire qu'elle a fait un bon choix. C'est plutôt sympa de recevoir des messages dans lesquels on a des choses qui sont OK, vous avez bien fait plutôt que vous avez tout mal fait. Et je continue la suite en disant que justement, c'est hyper important le contenu pour les SaaS. Donc là, on va commencer à introduire une notion de pain à l'intérieur en disant que les SaaS n'investissent pas suffisamment tôt sur le contenu et que souvent, ça pénalise la croissance parce qu'on reste avec une acquisition qui est soit 100% outbound, soit 100% payante et dans lequel on n'a pas de relais de croissance qui sont faits avec du contenu qui arrive en continu. Donc, je rappelle cette partie-là qui potentiellement est une peur, en tout cas, de son côté. Et dernier élément, je vais partir sur le fait qu'on a créé une branche. Donc, j'essaie de montrer qu'on a quelque chose de très spécifique aussi pour eux au sein d'une société que j'ai appelée SEO Master, qui aide à former sur les enjeux SEO et à rédiger des contenus. Et dernière question, donc mon call to action, il n'y a rien d'autre que de poser une question. Donc, votre acquisition est principalement générée par de l'outbound ou par de l'inbound. J'essaie pas de faire une question fermée, mais plutôt une question ouverte dans laquelle la personne va pouvoir essayer d'expliciter le type d'acquisition qui va être présent. Et vous voyez, je parle quasiment pas de moi, juste de pain, et j'essaie de lui montrer que j'ai compris en partie ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'elle va vivre. Voilà. Je ne sais pas si déjà à cette étape, Florian, tu as une remarque. Non, c'est très bien parce que du coup, tu utilises un déclencheur qui est le CMS et qui va avoir un impact effectivement sur le référencement. Du coup, la suite de ton message est assez fluide. Après, sur le déclencheur, peut-être qu'on aurait pu dire à quelle occasion tu as vu qu'il utilisait Webflow, mais ça va être assez difficile. Et sinon, non, le reste est bien. À voir juste si, je ne sais plus quel persona t'adressait, mais si le persona va être familier avec les termes d'outbound et d'inbound. Mais si c'est le cas, pas de problème. Là, je me suis permis d'avoir une approche qui était plutôt technique parce qu'on parlait de sociétés qui étaient de logiciels, mais effectivement, c'est des termes qui restent quand même assez spécifiques et donc il aurait fallu que je les définisse différemment si j'avais une site qui était un peu moins tech-savvy et donc parler différemment en tout cas de cette partie acquisition inbound ou outbound. Donc deuxième email, donc un email de relance. Encore une fois, je viens pas pour lui dire comme quoi il n'a pas répondu à mon premier email parce que ça, il le sait. Donc bonjour Florian, je reviens vers vous parce qu'on vient tout juste terminer l'accompagnement d'une société, donc société SaaS X, et leur activité ressemble beaucoup à ce que vous êtes. Je lui parle du use case, donc j'introduis. Donc ils voulaient diversifier leur acquisition sans être obligés de dépenser en ads, parce que souvent c'est une manière de diversifier son acquisition. On vient de poster leur témoignage vidéo ici. Donc là, j'apporte du contenu, un petit peu de valeur. Donc ça fait écho au webinaire précédent qu'on avait avec Guillaume Albicetti sur comment créer une expérience prospect à l'intérieur de ses campagnes. Donc là, on peut créer l'expérience à travers le témoignage vidéo. Et j'introduis le fait que ce serait top de pouvoir échanger avec cette personne pour avoir sa vision tout simplement sur le contenu, qu'est-ce qu'il en pense. Et qu'est-ce que vous en dites? Pas de Calendly, je ne mets pas de Calendly, j'essaie juste d'avoir l'approche la plus naturelle possible, comme si j'écrivais à cette personne directement. Pareil, Florian, n'hésite pas à me corriger. Non, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Franchement, il est très bien ce mail. Ça reprend le principe dont on parlait tout à l'heure avec le fait de parler d'une référence qui ressemble du coup à la personne que tu adresses. Donc, c'est très bien. Puis surtout que ça paraît assez naturel, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant dans cette séquence, c'est que c'est fluide. C'est cool. Troisième email. Donc là, on arrive. Il est encore plus court. Moi, j'aime bien avoir des emails 3, 4 qui sont vraiment des choses encore plus courtes. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il faut retirer. Et donc là, je dis juste qu'on a une question rapide. Est-ce que tout le contenu qui avait été produit sur le site a été fait en interne ou bien est-ce qu'on a fait appel à des freelances? Mon idée ici, c'est d'essayer de comprendre, c'est d'essayer de choper de l'information, d'aller vraiment à la pêche des informations et que derrière, je puisse engager une discussion sur ces sujets-là. S'ils l'ont rédigé en interne, peut-être qu'ils ont les connaissances. Peut-être qu'il y a une personne qui est formée, auquel cas mon accompagnement, ma valeur ajoutée, elle va être probablement différente. S'ils ont fait appel à des freelances,
peut-être qu'il y a des relations qui ne sont pas très, très bien passées, ou alors peut-être qu'ils ont déjà quelqu'un de compétence qui les accompagne, avec de la compétence qui les accompagne. Bref, l'idée qui est ici, c'est d'essayer de générer de la réponse à travers une question qui est très simple. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis surtout, tu parles même pas de ton produit finalement. C'est ça aussi qui est intéressant. Non, c'est vraiment, j'en parle très très peu, j'essaie juste de m'intéresser à la personne. Et dernier élément, là c'est l'email call, c'est un email de sortie, donc je le rappelle au départ à la personne. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour discuter de votre contenu, mais j'essaie encore une fois de lui apporter un petit peu d'expérience à l'intérieur à travers du contenu. Donc là, je lui donne un guide, le guide SEO pour les SaaS, donc un contenu qui est spécifique et dédié à cette personne et que l'on vient de créer, qui reprend les enseignements qu'on a pu tirer en accompagnant nos clients. Et là, j'introduis le fait qu'elle va pouvoir continuer à me poser des questions même si la séquence est terminée. Donc, ça entraîne souvent pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas, je serai dispo, je suis là pour vous. Donc, quand ça sera le bon timing. Mais vous voyez, c'est d'avoir une démarche qui n'est pas du tout culpabilisante, vous ne m'avez pas répondu parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer chez vous, mais d'essayer de dire, OK, voilà, il y a un contenu pour toi, quand tu es prêt, n'hésite pas, je suis là pour toi. Mais pour le moment, je te fais bénéficier. J'essaie de faire en sorte qu'à la fin, tu connaisses un peu plus sur le SEO qu'au départ de ma séquence. C'est l'idée qui est passée ici et qui, je pense, est une séquence qui pourrait déclencher, alors peut-être pas 45% de taux de réponse comme tu arrives à les faire. Je pense que tu peux arriver à ce chiffre. Parce que tu ne l'as pas fait, cette campagne, pour l'instant. Celle-là, je ne l'ai pas faite, mais je pourrais complètement l'adapter sur un contenu de prospection, sur un contenu qui est plus propre à Faro. Je pourrais le tester et partager les résultats d'ailleurs. Aucun souci dessus. Tiens, ça sera un bon challenge pour la rentrée. Ouais. Donc voilà, en tout cas, c'était un court use case pour vous présenter comment on peut arriver à maximiser, à aller chercher de la réponse en n'étant pas impatient, en posant des questions, plutôt qu'en donnant plein d'informations un peu violemment à son prospect et en espérant qu'il ait la réponse attendue. Tac. Alors, je pense qu'on peut passer raisonnablement à la partie questions-réponses, vu il est 18h02. Donc, on a eu beaucoup de questions. La première, si tu veux, on peut prendre celle d'Alexandre. Est-ce que c'est une question, mais sur laquelle tu as un peu répondu avec la partie icebreaker déclencheur, mais est-ce que tu prends le temps de personnaliser tous tes emails? Est-ce que tu personnalises un par un ou est-ce que tu fonctionnes plus par une campagne égale un type de formulation et sans forcément d'icebreaker à l'intérieur? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que c'est personnalisé par prospect ou... En fait, moi, je personnalise par batch. C'est-à-dire que dans un batch, je vais avoir un objectif, quelque chose est-ce que je souhaite prendre de la démo? Est-ce que je souhaite, je sais pas moi, peut-être générer des inscriptions à un webinar? Et ce message, je vais le pousser à un batch en particulier. Donc là, si je reprends l'exemple d'Alexis, je vais le pousser… C'était quoi ta cible exactement, tu me disais? Alors là, il n'y avait pas forcément de cible, mais en tout cas, c'était… Du CMS Webflow, en tout cas. Pour moi, oui, ma cible, c'était des solutions logicielles, des gens qui ont des sociétés qui sont créées récemment. Ouais. Bah, typiquement, voilà, ça peut être un batch. Et on voit qu'Alexis, derrière, il a personnalisé notamment avec son aspect Webflow. Donc, ce qui me permet d'avoir un message personnalisé pour chacun de mes batchs. Ouais. Et du coup, plus mes batchs sont segmentés, plus je peux arriver avec de la personnalisation. Donc, Alexandre reposait la question de savoir si on ne personnalisait jamais. Juste, je me permets de répondre dessus. Je pense que ça dépend un peu de la valeur que vous avez chez votre prospect. Donc, vous pouvez créer des batchs sur des utilisateurs qui ont une valeur, souvent on parle de LTV dans le cas des SaaS, qui est normale. Et ensuite, vous pouvez vous permettre de personnaliser très fortement si vous avez une approche qui est sur un client qui a énormément de valeur et sur lequel là, potentiellement, vous pouvez vraiment personnaliser tout en gardant les enseignements qui ont été fournis par Florian, c'est-à-dire ne faites pas de fausse personnalisation, vous personnalisez au maximum en fonction du reste du contenu de votre email. Ouais. Puis ça dépend des cas de figure aussi. Des boîtes qui font de la BM ou vont vraiment rentrer très précis sur un client en particulier, à la limite, elles vont peut-être réfléchir à la séquence personne par personne. Et il y aura beaucoup moins d'automatisation. Et là, on va être sur de la personnalisation très forte. Maintenant, c'est pas, là, on n'est pas sur de la BM, on est sur des batchs un peu plus larges. Et du coup, on personnalise au niveau de ces batchs. Alors, on a une question de Fares qui nous disait, faut-il cibler une liste de prospects différentes par email et sur LinkedIn ou bien tester sur une même liste
de prospects en faisant du multicanal. Je pense que toi, tu es plutôt convaincu par le multicanal. Ouais, enfin, la question c'est est-ce que, mettons, on a 100 personnes à adresser, on va en adresser 50 sur LinkedIn et 50 par mail. Moi, je dirais non. Du coup, moi, je prends les 100 et je vais les 100 les adresser en multicanal. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ping-pong entre le mail et le LinkedIn. C'est cette approche finalement qui me permet de générer ce taux de réponse. Maintenant, ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interdire non plus de faire peut-être aussi de l'A/B test full LinkedIn versus full email. En tout cas, l'approche multicanal, c'est tu vas avoir pour une même personne, tu vas avoir des messages sur LinkedIn, des messages par mail. Et après, tu peux faire aussi du Twitter qui ne fonctionne pas très bien en France, mais sur d'autres marchés, ça fonctionne bien, notamment le marché US. Ce qui te permet d'avoir une expérience un peu plus complète pour le prospect et qui va favoriser le taux de réponse. Ensuite, on avait une question de nouveau d'Alexandre qui nous disait est-ce qu'il y avait des cas de figure où tu insérais des pièces jointes ou des liens externes? Alors, c'est un peu ce qu'on a présenté avec les use cases. Ouais. Ça se tente. Alors, les pièces jointes, perso, j'ai un petit doute avec la partie spam, mais des liens externes à l'intérieur de la séquence, why not? Enfin, il n'y a pas de… Ouais, alors, les pièces jointes, non. Même techniquement, avec les outils, je ne suis pas sûr que tu puisses le faire. Et même si tu pouvais le faire, je le déconseillerais. Maintenant, sur les liens sortants, c'est vrai, ce qu'on dit souvent, c'est que ça va avoir des impacts au niveau de la délivrabilité. Moi, j'essaie toujours de mesurer l'impact négatif que ça peut avoir sur ma délivrabilité versus l'impact positif que ça peut avoir en termes de taux de réponse. Si j'ai vraiment besoin en fait de pousser ce lien, je ne veux pas me l'interdire. Quitte à perdre 1 ou 2 points de délivrabilité, mais sur la globalité de ma campagne, je focus quand même sur le taux de réponse. Si ça favorise ce taux de réponse, je ne m'interdis pas de mettre un lien. Et c'était le cas d'ailleurs sur la séquence que je vous ai montrée. Ensuite, on a une question sur les intervalles, et je me permets de la grossir un petit peu, mais c'est de dire quelles sont justement ta campagne multicanal, comment tu la construis généralement? Tu commences par quelles sont tes premières étapes et c'est quoi un peu les intervalles qui s'opèrent entre chacune des étapes? Ouais, généralement, la première étape, on va visiter le LinkedIn de la personne. Derrière, on va voir si on a un mail pro ou pas. Donc, si on n'a pas de mail pro, peut-être qu'on va faire du full LinkedIn. Sinon, on va passer sur un vrai mode multicanal. Et pour répondre sur les intervalles, ça, c'est à tester aussi en fonction du contexte. Moi, généralement, il s'écoule en moyenne 4 jours entre 2 messages. Pour avoir quelque chose de suffisamment dynamique, mais pas être non plus dans du harcèlement. Pareil, je pense qu'il faut essayer de réfléchir. Si demain, vous envoyez un mail à un collègue, vous n'avez pas de réponse, vous n'allez peut-être pas le relancer dès le lendemain. Vous allez attendre 4-5 jours. Donc, encore une fois, on cherche à simuler cet aspect naturel. Hein, donc. Yes, ok. On a une question de Mélanie sur les prénoms. En fait, je pense, globalement, Mélanie, pour l'avoir beaucoup vécu, l'utilisation du prénom par rapport à la tournure de la civilité, elle est très dépendante de l'âge de tes interlocuteurs. Donc, il y a ou de l'âge de la société. Donc, c'est compliqué de te répondre sur quel est le taux, voilà, parce que ça serait des choses très différentes. Ce que je conseillerais, c'est que si vous avez des personnes en face de vous qui ont une certaine expérience, pour le dire poliment, qui sont plus âgés, utilisez la civilité. Si vous adressez à des startups avec des fondateurs ou des fondatrices qui sont très jeunes, personne ne prendra mal que vous utilisiez un prénom. Moi, vous pouvez me contacter en me disant bonjour Alexis, c'est mon prénom, je me reconnais. Pas besoin de m'appeler monsieur. Je le prendrai pas mal. Donc, c'est très, très dépendant de ça. Et aussi, et un autre élément, les sociétés d'infogérance. Alors ça, c'est du vécu. Si vous avez à prospecter des sociétés d'infogérance, privilégiez la civilité. C'est hyper important, je ne sais pas pourquoi, mais perso, j'ai déjà pris des retours de bâton très forts sur l'utilisation du prénom à l'intérieur de ces campagnes. Et donc, pour continuer ta réponse sur la partie DRH ou CEO, DRH de sociétés qui sont plus petites, donc inférieures à 50 personnes, personnellement, je dirais de privilégier la partie first name, la partie prénom. Si vous avez des sociétés qui sont plus importantes que 50 personnes, privilégiez plutôt l'utilisation de la civilité. Voilà, c'est des problématiques qui sont vraiment très dépendantes de la taille des sociétés et un peu de l'ambiance qui s'opère à l'intérieur de ces sociétés. Ouais. D'où l'intérêt, du coup, d'en amont creuser sur ces personas pour voir ce genre de choses. Voir aussi l'aspect tutoiement, vouvoiement. Même si, moi, j'essaie quand même plutôt par défaut d'aller sur du vouvoiement, mais dans certains cas, on peut aller sur du tutoiement. Donc à étudier en amont, ouais. Alors, je vais essayer de prendre le maximum de questions. Tac. Alors,
Donc, Jean me posait la même question justement sur le délai entre chacun des messages. Donc, tu l'as dit, entre 3 à 4 jours pour toi, pour chacune des actions. De toute façon, que ce soit une action LinkedIn ou une action email, tu laisses 3 à 4 jours, en tout cas, respirer un peu la Ouais, tâche. exactement. Ouais. Après, il n'y a pas de règle là-dessus, hein, ça à vous aussi de tester, mais moi, généralement, c'est ce que je fais. Ouais, yes. Est-ce une bonne chose de prévenir qu'il s'agit du dernier email lorsqu'on clôture une campagne? C'est une très bonne question, je pense. Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai le sentiment que oui, en tout cas dans le cas de mon mail de repêchage, parce que justement le fait que ça soit ce dernier email, ça va un petit peu appuyer sur le côté ok, je me remets en question, tu n'as pas répondu à mes messages jusqu'à maintenant, donc c'est que j'ai merdé quelque part. Ça, plus le fait que je lui propose des réponses préécrites, pour moi, ça va faciliter le taux de réponse. Si après un mail comme ça, je continue à balancer des relances, en plus, ça va commencer à être assez lourd. Donc, moi, je pense, oui, que clairement, le fait de préciser que c'est le dernier mail, ça a son importance. Après, tout dépend aussi, si votre dernier mail, finalement, c'est un mail où vous appuyez sur si vous n'utilisez pas du tout le principe que j'ai présenté et que Alexis, finalement, toi, c'était un peu le même cas de figure, mais sous une forme différente. Si vous vous contentez de relancer sur une douleur, c'est pas forcément nécessaire de préciser que c'est le dernier email. Mais sinon, je pense que oui, c'est une bonne chose de le dire. Je suis d'accord avec toi, hein, je pense que c'est très bien, c'est ce qui crée un peu justement ce sentiment d'urgence, et puis voilà, de dire c'est maintenant ou c'est dans quelques mois en tout cas. Ouais. C'est important de mettre une date et dire à la personne que c'est la fin. Voilà, la fin de la séquence, et aussi ça rassure aussi beaucoup, parce que la personne se dit aussi que potentiellement cette séquence de prospection, elle a une fin, et ça peut éviter, si la campagne a été mal faite, de limiter les tensions. Ouais, carrément. Les abonnements. Alors je suis les questions. Donc, on avait beaucoup de questions sur le rythme. On avait une question sur les bons outils multicanal. Je pense que toi, tu as utilisé la grosse machine. Ouais, j'utilise beaucoup la grosse machine. J'ai vu que quelqu'un parlait du prix. Effectivement, la grosse machine est plus chère versus des solutions type Lemlist ou Alaxi. Après, à vous de voir le cas d'usage, hein. Je pense qu'à partir d'un certain moment, si ça permet de générer des résultats, finalement, peut-être que 200 € par mois, c'est pas grand-chose. Donc, à voir vraiment suivant le cas de figure. Je sais qu'il y a d'autres. Je me demande si Wallaxy ne fait pas du multicanal maintenant, parce que j'ai l'impression que tous les outils commencent à s'y mettre un peu. Mais en tout cas, pour répondre à ça, moi, j'utilise LGM. Les trois font du multicanal. Après, la différence de la grosse machine, c'est que c'est un peu dans leur gène, quoi, parce qu'ils ont commencé par cette approche multicanal, à la différence de Lemlist qui a commencé par l'email et de Wallaxy qui a commencé par du LinkedIn. Donc forcément, ça se ressent. L'expertise, les compétences à l'intérieur sont très différentes. Et c'est ce qui en fait, je pense, Wallaxy, la grosse machine reste, selon moi, le meilleur outil sur la partie multicanal. Mais ils ont tous énormément de valeur. Juste une question sur Louis, qui se pose la question de savoir s'il est blacklisté sur les domaines. Si tu as la question, je pense que la meilleure moyen, c'est d'utiliser deux outils. Alors, tu peux avoir, on en parlait tout à l'heure, c'était MailReach qui va te permettre de pouvoir savoir automatiquement si tu es présent si tu fais partie des spams ou pas, et en fonction sur quel type d'adresse. Est-ce que c'est sur Outlook? Est-ce que c'est sur Gmail, Google Workspace? Enfin bref, tu vas avoir vraiment l'information. Si tu ne veux pas utiliser MailReach, si tu ne veux pas utiliser une solution française, tu as GlockApps qui est aussi très reconnu et qui permet d'avoir cette information. Voilà, c'est deux solutions qui fonctionnent très bien pour être utilisateur de ces deux solutions. Tac. Alors, j'essaie de regarder en même temps le chat. Je ne sais pas si toi, tu avais vu une question entre-temps auquel on n'avait pas répondu. J'essaie de regarder, mais je crois qu'il y avait une question sur une méthode de relance automatisée qui fait remonter les emails précédents en haut de la boîte de réception. En fait, c'est ce qui se passe sur la plupart des objets. En fait, généralement, ce que je fais, je complète le premier objet, l'objet de mon premier message, et derrière, le reste de ma séquence va arriver en réponse à cette séquence. Ça ne va pas créer un nouvel email dans la boîte de réception de mon prospect. Ça va rebondir sur le même mail. Ce qui fait qu'il va avoir l'historique. D'un coup d'œil, il va avoir l'historique et il pourra voir mes messages précédents. Au top. Je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous le dire. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme je disais au départ,
On enverra la présentation donc, qu'a pu faire Florian et aussi les use cases qui sont présents aux personnes qui ont assisté au webinaire. Donc, vous pouvez retrouver les informations. S'il y a des questions qui sont à poser à Florian, comment on peut te contacter de ton côté? LinkedIn, du coup, Florian Roseau, ROSO2TE. Et oui, c'est avec plaisir pour y répondre. Ok. Et si vous avez des questions pareilles sur Faro de mon côté, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou aller directement sur faro.com. Il y a un chat, on est toujours là. Je reprends juste une question parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Une dernière que je n'ai pas vue, donc c'était sur les retours des campagnes multicanal Lemlist. Donc je pense que c'est l'utilisation de l'email et de LinkedIn à travers pour du multicanal. Est-ce que ça ne fonctionnait pas trop? Alors, je suis personnellement incapable d'y répondre. Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait de multicanal avec Lemlist, donc je ne suis pas capable de vous répondre. C'est pareil pour moi, je n'ai pas fait de multicanal avec Lemlist, donc ouais, je ne saurais pas vous dire. Ouais. Mais bon, je pense qu'il faut tester sur un petit batch, mais après, encore une fois, souvent, une solution comme la grosse machine, dont l'historique et l'expertise et le multicanal, bah, ça reste des solutions qui sont référentes. Ouais, ils sont partis tout de suite sur le multicanal, en fait, d'emblée. Ouais. Ils n'ont pas fait un pivot derrière sur du multicanal. D'emblée, c'était la proposition de valeur. Ouais. Top, bah, je crois que c'est à peu près tout. Écoute, bon, j'étais ravi de faire ce webinaire avec toi. C'était vraiment chouette. Plaisir partagé. On a pu pas mal parler justement de ce thème du taux de réponse, comment arriver à le maximiser, donc comment tourner les phrases, comment réduire au maximum pour pouvoir avoir des taux de réponse qui sont plus élevés. J'espère que ça vous a servi. N'hésitez pas, vous pouvez nous donner vos feedbacks. Je me tâte encore à mettre la vidéo sur YouTube ou pas, je vais voir, parce que si on les met automatiquement après, on n'aura plus personne qui viendra au webinaire, donc ce ne sera pas bien. Donc voilà, c'est une manière de vous faire venir en direct et qu'on puisse avoir le maximum de valeur à travers les discussions et les réponses. Mais voilà, peut-être qu'on la mettra parce qu'on est sympa. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis à très vite. Les prochains webinaires seront sur les enjeux sales. Et j'espère que vous serez aussi au rendez-vous. Au top. Merci. Salut à tous. Merci Alexis. Salut à tous.